Votre sélection débutera après cette publicité. Vous désirez en apprendre davantage sur les services offerts aux entreprises par la Ville de Montréal? Contactez Affaires Montréal, l'équipe dédiée aux entreprises au 514-394-1793 ou écrivez-nous sur la page Affaires Montréal. 3, 2, 1. Un balado Radio-Canada audio. Salut, ici Alexis Delancer et bienvenue à Ça s'explique. Et si l'humain se mettait à se substituer à Dame Nature en tirant lui-même les ficelles du climat? Ce que je dis là, c'est pas de la science-fiction, en tout cas de moins en moins. Prenons l'exemple des Émirats arabes unis, un des pays les plus secs et arides de la planète, qui mise sur sa capacité à provoquer de la pluie, carrément, par le biais de l'ensemencement des nuages. Et c'est là un cas parmi de très nombreux autres dans le monde du recours à la géo-ingénierie, un ensemble de techniques dont il faudra surveiller l'évolution dans un contexte de bouleversement climatique. Notre question, la géo-ingénierie est-elle une source d'espoir ou d'inquiétude? Notre invité, Chantal Srivastava, journaliste aux Années-Lumière. Et c'est parti pour Ça s'explique, le balado qui s'intéresse à l'actualité, une question à la fois. Il y avait une teinte de... Moi, je dis chlorure d'argent, mais je ne sais pas s'il y a un autre nom, iodure. C'est diodure d'argent. Bon, c'est ça, une teinte là. Il y avait deux chalumeaux, c'était réunis ensemble comme un chalumeau à gaz. Il y a deux compteurs. Il y avait un petit bout de tuyau, là, à peu près de 5-6 pouces. Là. Puis là, on rouvrait ça un peu pour mettre une allumette là-dessus. Puis là, on ajustait le feu. Puis quand le feu était bien bleu, là, ça faisait une petite flamme longue de même au-dessus de ça. Point. Gilles Tremblay, tout un personnage, opérateur de machines à pluie pour la compagnie Alcan au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est tiré d'un documentaire qui est à voir. D'ailleurs, il est disponible gratuitement sur le site de l'ONF. Il a été produit en 1952. Bonjour Chantal. Bonjour Alexis. Tu l'as vu le documentaire? Oh, je l'ai vu. Tu l'as adoré vraiment. aussi? J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et la machine, c'est tout simple. Hein? Oui. Ils l'ont même recréé dans le cadre du documentaire. Ils l'ont fait fonctionner avec une 60aine de personnes qui sont allées sur place. Et il faut savoir que cette saga-là, Alexis, là, ça a vraiment remué toute la communauté là-bas. Au début des années 60, là, il y a eu une opération parapluie. On était contre, on s'inquiétait. Une opération Grosse parapluie. Histoire. Donc, Oui, ben c'est ça. C'est donc la preuve que ça ne date pas d'hier, que cette histoire-là, la géo-ingénierie, n'est pas née de la dernière pluie. Comment tout ça a commencé? Alors, ça a commencé dans le cas des machines à pluie. Là, parlons des machines à pluie. On remonte aux années 50, Alexis. En physique de l'atmosphère, on a découvert comment accélérer la formation des gouttes d'eau dans les nuages. Et la technique s'est très vite répandue jusque chez nous. Donc, on le voit très bien. On raconte toute cette histoire-là dans le documentaire. Mais pour revenir à l'histoire de ces machines à pluie et à la découverte de tout ça, ben, c'est un Américain qui s'appelle Vincent Schaeffer, qui était un chimiste autodidacte, donc, qui a inventé, on appelait ça en anglais le cloud seeding, donc l'ensemencement des nuages. Il a créé cette première machine artificielle pour induire la pluie. Et son expérience, le maîtresse, remonte à 1946. Donc, pour les machines à pluie, c'est ça le point de départ. Oui, c'est ça, la prémisse, l'origine. Et la géo-ingénierie, il faut bien le dire, c'est vaste. Hein? Ça regroupe un ensemble de techniques qui visent grosso modo à modifier le climat, Chantal. Mais plus précisément, qu'est-ce que ça implique? Il y a plusieurs approches qui existent. Explique-nous comment elles fonctionnent? Quelles sont-elles? Il y a un premier groupe à retenir. Là. Un premier groupe, on va comme expliquer ça de manière donc divisée pour que ce soit clair. Okay. La première chose qu'on peut avoir envie de faire, puis là, ça tombe sous le sens, on vient de l'entendre, c'est de modifier la météo. De créer, par exemple, de la pluie artificielle, faire fondre la grêle, dissiper le brouillard, parce qu'on veut remplir des réservoirs hydroélectriques, par exemple. Oui. C'était le cas au Saguenay. Les réservoirs de l'Alcan, on avait besoin d'eau parce qu'on avait besoin d'électricité pour l'usine là-bas. Donc, c'est un besoin immédiat, à un court besoin terme.
immédiat, arroser les terres sèches, augmenter la visibilité. Et ça, on va faire ça en ensemençant donc les nuages avec des aérosols, parfois des particules de nitrate d'argent. On veut créer ce qu'on appelle, puis je garde ça simple, là, mais des noyaux de condensation qui vont, dans certaines conditions bien précises, accélérer la formation de précipitations. Bon, jusque-là, ça va? Oui, ça Première va. approche. Ça, c'est la première. Donc, je le rappelle, qui vise des objectifs à court terme de modification de la météo, d'influencer la météo. La L'autre- danse de la pluie, si on veut. Ah, la danse. J'adore ça. J'ai une image de Chantal qui fait la danse de la pluie. Alors, l'autre type d'approche, ah ben là, ce sont des modifications à long terme qu'on recherche. Et là, quand on parle maintenant de géo-ingénierie à la rescousse du climat, c'est davantage de ça dont on parle. On parle donc de modifier à plus long terme le climat avec une intervention humaine là, pour contrer l'accumulation des gaz à effet de serre, voire les absorber, diminuer la chaleur qui est emmagasinée à cause du rayonnement solaire, puis lutter donc contre la hausse des températures. Et là encore là, subdivision, 2 grandes catégories sous ce grand chapeau-là de géo-ingénierie climatique. La première, donc, capture du CO2. La deuxième, gestion du rayonnement solaire. Capture du CO2, bien, ça tombe sous le sens. Là, on veut capter le CO2, on veut l'enfouir, par exemple. Il y a des projets de démonstration, même en développement pré-commercial ou commercial. Oui, dans l'Ouest canadien, entre autres, il y en a. Ça peut aussi vouloir dire qu'on injecte du fer dans les océans, parce que ça peut se passer dans les océans, pour stimuler, par exemple, la production de plancton, parce qu'on veut augmenter l'absorption de CO2 dans les océans. Là, si on regarde du côté de la gestion du rayonnement solaire, l'autre grande catégorie, là, c'est plus difficile, par contre, parce qu'on est beaucoup moins avancé. Il y a moins de projets de démonstration parce que là, c'est carrément comme installer un parasol. Vous voyez l'image, là? Oui, carrément. Bon, on n'est plus dans la danse de la pluie, là. On est dans le parasol. Puis il y a beaucoup moins de projets en cours, mais l'objectif, c'est de... Puis là, je vais faire un peu de technique, mais c'est important parce que ça illustre bien ce qu'on veut dire, là, puis l'importance de ce parasol hypothétique là, et artificiel. On veut réduire l'impact du rayonnement solaire parce qu'on veut augmenter la réflexion de la lumière. Donc, on veut jouer avec ce qu'on appelle l'effet d'albédo. Si la lumière est réfléchie, ça veut dire que l'énergie de la lumière du soleil n'est pas absorbée par l'atmosphère et donc qu'il n'y a pas augmentation de la température. Je résume, là, mais vous voyez un peu le principe. Tout à fait. Parce que plus un corps est clair, plus il est réfléchissant, plus son albédo est fort. Et à l'inverse, plus un corps est sombre, il va absorber donc davantage les rayons du soleil et son albédo va être faible. Alors, quelle couleur on veut? Du blanc. On veut du blanc. Exactement. Ça, c'est l'objectif à atteindre, Chantal. Mais comment on fait ça, gérer le rayonnement solaire? Là? Ça a l'air simple dans une formule toute faite comme ça. Avec un parasol blanc qu'on aimerait pour que le soleil soit repoussé puis qu'il réchauffe moins, donc on absorbe moins de son énergie. Bien, cas de figure, au-dessus des océans, on projette de l'eau de mer dans les airs, puis avec des petites particules de sel, là, comme c'est salé, bien, ça fait comme une espèce de couche. Potentiel donc de réduction de cet effet donc et qui est vraiment donc plus d'énergie qui soit absorbée avec ce parasol. Au-dessus de la glace en Antarctique, et là il y a un projet en cours présentement. On n'est pas en train de faire ça concrètement, mais on modélise, on teste les particules. Ce qu'on veut faire, c'est mettre des particules, une espèce de verre creux là, une espèce de sable blanc à la surface de la glace pour voir si ça pourrait pas l'empêcher, la fonte des glaciers. Oui, l'empêcher de fondre. Il y a aussi une autre idée qui rappelle carrément celle-là, mais vraiment carrément un parasol pour la Terre. Ça s'appelle SCOPEX pour Stratospheric Control Perturbation Experiment. Et là, ce qu'on veut faire, c'est injecter, écoute bien, des particules de carbonate de calcium dans la stratosphère à 20 km d'altitude. OK. Hein? On veut faire ça à toute petite échelle, on veut tester. On n'a même pas réussi à faire ça encore. Mais ce qu'on veut, en gros, là, c'est reproduire un peu l'effet qui se produit lorsqu'il y a une éruption volcanique. On se rappelle Pinatubo, température a baissé par la suite. Voilà. Alors, c'est un peu le principe de base de ce qu'on essaie de reproduire là, avec ces techniques-là. Mais ça... C'est donc dans l'imagination, on a l'impression que c'est de la science-fiction. Ben, totalement. Mais ça donne le vertige aussi d'écouter tout ça. Mais de moins en moins, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça, qui essaient de faire fonctionner ça, de voir comment... Mais on est à l'étape de modélisation Exactement. maintenant. On se rassure, là, on n'est pas en train de faire ça maintenant. Affluent vers tout ça. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'était une des conditions du Comité international olympique et un engagement des autorités chinoises. Pékin allait se débarrasser de son problème chronique de pollution pour la tenue des Jeux. Or, aujourd'hui encore et après des efforts colossaux, le stade olympique est voilé par un smog épais.
Et tu sais, Chantal, il y a notre collègue de la radio, Annick Béraud, que tu connais très bien, qui a été témoin elle-même de la géo-ingénierie alors qu'elle était envoyée spéciale aux Jeux olympiques d'été de Pékin. C'était en 2008. Et ça, ça l'a marqué. Le ciel, généralement gris et pollué dans la capitale chinoise, comme on le sait, inquiétait à la fois les délégations d'athlètes et le comité organisateur. Et le gouvernement central, qui, on le sait, détient tous les pouvoirs et même plus, a décidé d'y remédier. Au grand mot, les grands moyens. Alors, je me suis dit, je vais aller jaser avec Annick pour qu'elle me raconte ce qui s'est miraculeusement passé à l'approche du jour de la cérémonie d'ouverture. C'est comme si il n'y avait pas de soleil ou le soleil arrivait à peine à filtrer. Et ce que les autorités disaient, c'est pas de la pollution, là, c'est comme de l'humidité, c'est comme du brouillard. Mais déjà au soir du 8 août 2008, on sentait que ça s'éclaircissait. Et pendant le week-end, je me souviens qu'il y a plu un petit peu. Et après ça, le ciel est devenu de plus en plus bleu, avec de moins en moins de nuages. Et j'ai des souvenirs là, au-dessus du nid d'oiseaux où c'était un bleu fantastique. Mais comment on était arrivé à ça? Ça, c'est jamais arrivé tout à fait clair. On disait, non, le gouvernement a promis au comité organisateur qu'il y aurait des jeux sans pollution, que le ciel serait dégagé, qu'il ferait beau, qu'on n'aurait pas ce nuage-là, alors que quelques jours avant la cérémonie, c'était encore là. Il n'y avait pas vraiment, pendant les conférences de presse du comité organisateur, à ce que je sache, qu'on nous expliquait vraiment exactement ce qu'on envoyait comme quantité pour qu'il y ait ce miracle d'un bleu olympique dans le ciel de Pékin. Et le miracle s'est produit. Des reportages ultérieurs ont démontré clairement qu'il y avait lieu de parler de géo-ingénierie. Et 14 ans plus tard, Chantal, on a vu le même scénario se répéter encore à Pékin lors des JO d'hiver en janvier dernier. Et c'est pas tout, hein. Mis à part les Olympiques, pour faire face à une des pires sécheresses de son histoire, les autorités chinoises ont ordonné l'ensemencement des nuages pour générer des précipitations. De toute évidence, Chantal, les Chinois sont dotés d'une expertise en la matière. Comment ils s'y prennent? Est-ce que ça fonctionne à tout coup, ça? Ils ont un très, très gros programme, les Chinois, dans ce domaine-là. Puis on ne sait pas tout ce qu'ils font, Alexis, il faut savoir. Mais est-ce que ça marche à tout coup? Bien, ça dépend. Puis c'est super difficile d'évaluer si ce qu'on fait a un résultat, de savoir si l'intervention précise qu'on fait, là, c'est ça qui va faire le lien de causalité, de cause à effet, tout à fait. Alors, est-ce que ça fonctionne? Avant, quand on faisait ça avec des gaz chauffés, comme dans ce que le monsieur décrivait, M. Tremblay, dans le reportage de l'ONF, quand on faisait monter en altitude, en haut d'une montagne, puis que là, on chauffait un peu de gaz, puis que les particules montaient dans les nuages, il fallait qu'il y ait des nuages. S'il n'y avait pas de nuages, ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, on peut cibler, là, on peut faire ça avec des mini-fusées, on peut faire ça avec des espèces de projectiles qu'on envoie du sol, on peut faire ça aussi à partir d'avions. Il y a d'autres méthodes aussi qui sont en développement pour éviter d'ajouter quelque chose, parce que ça peut faire peur d'ajouter des aérosols qui peuvent avoir un impact. Mais dans tous les cas de figure, c'est très difficile de savoir s'il y a un effet de cause à effet. Premier élément. Deuxième chose, c'est que, ajouter des éléments, souvent, ça crée, avec tous les gens qui craignent, les complotistes, qui craignent qu'on les manipule puis qu'on leur envoie des choses par le ciel. Quand on dit qu'on ajoute quelque chose puis qu'on voit des traces blanches, les gens disent « Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? » Il y a une association qui est souvent faite. Alors, une des idées qui est évoquée, parce qu'on veut aussi rendre service avec l'ensemencement de nuages. Dans le cas des JO, le but, la finalité est peut-être pas intéressante, mais il y a un besoin d'eau parfois. Là, c'est une guerre de l'eau qui se situe dans les airs. Alors, une des pistes présentement qui est étudiée par les chercheurs, c'est d'ioniser les nuages, de créer des charges électriques pour pas avoir à injecter des aérosols, des particules, pour pouvoir faire tomber la pluie. Ça, c'est des pistes qui sont en développement, mais le succès souvent mitigé dans tous les cas, difficile de bien cibler là où la pluie tombe, efficacité difficile à chiffrer. Là. Est-ce que c'est 5, 15, 20 de pluie de plus? Il faut que ce soit dans les conditions où ça prend des nuages, qu'il y a des conditions très spécifiques de température, d'humidité, etc. Difficile de savoir donc si la pluie tombe efficacement, oui ou non, après l'ensemencement. Mais dans le cas de la Chine, on l'a vu, là, il arrive à tasser les nuages, carrément. Et la Chine n'est pas le seul pays, d'ailleurs, à développer une expertise à cet égard-là. Ah non, j'ai été étonnée, là, parce que selon l'Organisation météorologique mondiale, je savais que ça se faisait, là, mais en fouillant, il y a une 50aine de pays qui ont un programme de modification artificielle du temps. Et là, je rappelle les deux catégories de tantôt. Là. On joue avec la météo, on joue avec le climat. Long terme, court terme.
Pour le court terme, là, selon l'Organisation météorologique mondiale, il y a une 50aine de pays dans le monde qui ont un programme de modification artificielle du temps. Puis avec à la clé des problèmes, des soucis. Parmi les exemples qu'on cite souvent, là, c'est la pluie à la frontière entre Iran et Israël. Bien là, tout le monde a besoin d'eau dans ce coin-là. Là. Puis quand il y en a un qui fait pleuvoir chez lui puis que le nuage ne traverse pas la frontière, bien, ça peut devenir un incident diplomatique. Quelle histoire! Tu évoquais tantôt les Émirats arabes Ouais. unis. Les Émirats arabes unis, ils ont eu des soucis d'accidents de la route parce qu'ils ne sont pas habitués à rouler sous la pluie. Non. Aussi des querelles avec l'Arabie saoudite voisine qui fait la même chose. Mais il y en a aux États-Unis, en Australie, en Hollande. Je ne ferai pas la liste au complet. Là. Il y en a même eu chez nous. Une fois qu'on a mis l'iodure d'argent, c'est très difficile de prouver ce qui se serait passé si on ne l'avait pas mis à cet endroit-là. Donc c'est pour ça que beaucoup de scientifiques de l'atmosphère sont très sceptiques par rapport à l'efficacité de ces techniques. Un scepticisme auquel fait écho ici Jean-Pascal Van Ypersel, professeur de climatologie à l'Université catholique de Louvain et aussi ancien vice-président du GIEC, ce qui n'est pas banal. Alors parlons-en de ce scepticisme, voire de cette méfiance chez les scientifiques et peut-être au sein de la population en général. Bref, pas mal de gens qui mettent en garde contre les dangers liés à la géo-ingénierie. Chantal, est-ce que ces craintes sont justifiées? Moi, je pense qu'il faut, Alexis, vite hisser les drapeaux rouges, j'insiste, parce que les effets à court terme sur les cycles naturels, le régime hydrique, les écosystèmes, la flore, la faune, les vols d'eau, je l'évoquais, là, ça peut devenir quelque chose qui va être très compliqué au plan diplomatique quand on va commencer à manquer de cet or bleu-là. Donc, premier drapeau, les impacts sociaux, économiques, environnementaux. C'est sûr que quand on commence à jouer avec ça, ça a des C'est impacts. périlleux, Ça oui. a des impacts. Est-ce que ce sont des impacts graves? Ouais. Est-ce que ce sont des impacts qui sont plus graves que les bénéfices qu'on peut en tirer? C'est toutes des questions qu'on se pose quand on fait ce genre d'intervention-là. Aussi, sur les effets à long terme, toutes ces questions-là se posent. Puis en plus, qu'est-ce qui se passe la journée où on arrête, là? Quand on va dans la géo-ingénierie plus de climatique, là, les parasols, l'ensemencement des océans et tout ça, tant que c'est en boucle continue puis que ça fonctionne, bien, ça fonctionne. On a absorbé, on est en carbo-négatif, et c'est pas de problème. Mais qu'est-ce qui se passe la journée où on arrête, où on enlève le parasol, ça commence à remonter? Puis là, s'il y a eu des adaptations hautes qui ont été faites par la vie sur Terre durant ce temps-là, il se passe quoi s'il n'y a plus cette énergie ou si le niveau énergétique dans l'atmosphère change? Pas mal de questions, mais je ne suis pas la seule à les poser. L'usage de l'eau en Inde à 80% se fait à vocation agricole, mais également à vocation domestique, à vocation industrielle, à vocation de refroidissement. En tout cas, l'eau est un sujet de sécurité et de souveraineté en Inde. Et effectivement, les Indiens sont très très vigilants à ce qui peut se passer en territoire chinois, c'est-à-dire au Tibet, par rapport à la fois sur le détournement des fleuves, je pense au Brahmapoutre, mais aussi à l'utilisation des nuages. Vous savez, cette utilisation de la météo à des fins nationales est forcément inquiétante. Forcément inquiétante. Franck Galland va un peu dans le sens de ton analyse précédente, Chantal. Il est chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique. C'était sur les ondes de TV5 très récemment, en juillet de l'an dernier. J'ai comme l'impression, puisqu'on aborde les questions de géostratégie, de souveraineté nationale, que c'est une sorte de Far West, tout ça. Il n'y a pas de véritable cadre réglementaire, corrige-moi si je me trompe. Est-ce que ça correspond à la réalité? Il y a des cadres réglementaires, on va y revenir plus précisément, mais je pense que ce qu'on peut dire maintenant, c'est qu'il a souvent sonné l'alarme quant aux initiatives et qu'il en a freiné certaines. Je parlais de Scopec tout à l'heure. Oui. C'est qu'il y a des protestations, il y a des gens qui disent « Hey, wow, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Fait que ça, je pense que c'est le chien de garde, le premier rempart. Il y a bien sûr des conventions internationales, conventions sur la biodiversité, également l'Organisation maritime internationale avec la Convention, le protocole de Londres. Il y a toutes sortes de trucs du genre. Là, Mais rien de spécifique. Mais là. spécifiquement, ben, il y a des annexes parfois dans certains documents, mais il n'y a pas d'entente internationale là-dessus, là, hormis peut-être une qui a été adoptée après la guerre du Vietnam, qui dit qu'on n'a pas le droit de se servir de l'environnement à des fins militaires, à des fins stratégiques. Mais bon, ça date du milieu des années 70. Mais souvent, je vous disais que c'est la protestation populaire. Là. Il y a un cas au Canada qui est très éloquent à cet égard-là, un cas de la poussière contenant du fer qui a été
répandue dans l'océan Pacifique au large du Canada en 2012. Il y a eu une levée de bouclier parce qu'il y a eu un bloom d'algues à cause de cet épandage de poussière qui contenait du fer. On voulait stimuler, entre autres, la croissance des algues. Aussi, l'avantage, c'est que ça captait, selon les promoteurs, davantage de CO2. Projet Scopex qui a été freiné l'an dernier. Mais pour le moment, le contrôle est flou. Puis, un des éléments que je peux vous donner, là, c'est qu'il y a un gros projet en cours pour la gouvernance de la géo-ingénierie. Ça, c'est un mot savant, là, mais ça veut dire qu'on veut justement voir comment on va faire le ménage là-dedans, là, sur la gestion, la surveillance. Et c'est géré par le Carnegie Council à New York sous la supervision de quelqu'un en qui, je me dis, il est placé pour savoir de quoi il parle. Il s'appelle Janos Pashtar. C'est un ancien diplomate du climat. Il était conseiller spécial de Ban Ki-moon quand Ban Ki-moon était secrétaire général de l'ONU. Et aujourd'hui, il s'occupe de ce projet, donc, et on veut mettre l'éthique au cœur des affaires internationales et la géo-ingénierie. Ils ont plein de documents sur leur site. C'est vraiment le cas type où ça touche, ce qu'un fait touche tout le monde sur la planète parce qu'on a tous la même atmosphère sans frontières. Donc, il y a eu une prise de conscience, il y a une volonté en quelque part de faire quelque chose à ce chapitre, et c'est peut-être une prise de conscience qui est notamment alimentée par la crise climatique dans laquelle on se trouve. Chantal, en terminant, dans ce contexte-là bien précis, est-ce que la géo-ingénierie pourrait être utile à l'humanité pour faire face à cette crise? Faut pas dire non, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Hein? On connaît l'adage. Mais je pense qu'on peut peut-être conclure en disant que c'est la solution du pire, mais c'est une option qu'on sera peut-être forcé d'envisager. Je crois que c'est l'état d'esprit dans lequel de plus en plus d'experts sont. Mais d'ici là, il faut vraiment être prudent. Il faut garder la porte entrouverte, peut-être, pas l'ouvrir et se précipiter dans le précipice aveuglément. Et surtout, donc, justement, ne pas être aveugle. Par ailleurs, ça remplace pas, puis ça, je pense qu'il faut conclure là-dessus, là. On peut pas dire, il y a une technique qui va nous régler ça un jour. Il faut réduire efficacité énergétique, recours accru aux renouvelables, développement durable, parce que tout ce qui touche les techniques, là, on joue à quelque chose, on devient des apprentis sorciers. Ça coûte de l'argent, c'est compliqué, c'est pas mature, les résultats sont mitigés, puis en plus, ça se peut que ça fonctionne pas. Exact. Ça se peut qu'on sache même pas quels seront les résultats dans 100, 20, 150 ans, 30 ans, que sais-je. Chantal, c'est un plaisir de te recevoir. Pareillement. Ça s'explique. Et je glisse au passage que oui, tu es affilié aux Années-Lumière, mais on peut désormais aussi voir tes reportages à la Semaine verte. Je suis prêtée à la Semaine verte pour l'automne 2022. Ben oui, mais tout le monde s'arrache, Chantal. On la veut tous. Ça s'explique, la Semaine verte aux Années-Lumière. Allez, merci, prends soin de toi. Ça me fait plaisir. À Ciao. bientôt. À bientôt.